Les travaux reprennent dans quelques minutes au G8 de Camp David aux États-Unis. Les chefs d'État devraient arriver d'un instant à l'autre. C'est le premier sommet international de François Hollande, ambiance décontractée. Le président français, qui était le seul à porter une cravate hier soir, a fini par la retirer à l'instigation de Barack Obama. Laura Donna. On peut avoir à gérer la marche du monde, mais vouloir le faire dans une certaine décontraction. C'est la tradition à Camp David, et c'est Barack Obama lui-même qui se charge de le rappeler à François Hollande. Le président français était le seul à arborer une tenue aussi stricte, un impair visiblement rectifié rapidement dès le dîner. Un dîner de travail pour les dirigeants des 8 pays les plus industrialisés pour rentrer immédiatement dans le vif du sujet. Iran, Corée du Nord et puis transition politique en Syrie qui divise toujours les membres du G8. Vladimir Poutine ne s'est pas déplacé. Aujourd'hui, les 8 se retrouveront pour 5 sessions de travail successives. L'une des priorités sera bien sûr la crise dans la zone euro et les méthodes pour en sortir. Cette nuit, Barack Obama a insisté. Il souhaite des mesures de relance en Europe pour favoriser la croissance. Le président américain et François Hollande avaient déjà affirmé un peu plus tôt leur convergence sur le sujet. Depuis les États-Unis, François Hollande a condamné tout à l'heure un odieux attentat. Il exprime la solidarité de la France avec l'Italie après l'explosion devant un lycée de Brindisi qui a tué une élève et en a blessé grièvement 4 autres. Un attentat au moment où les adolescents arrivaient. Première piste, c'est celle de la mafia. Regardez ces images, elles sont commentées par Sylvie Pinatel. C'est une vidéo tournée quelques minutes après l'attentat. Une ou 2 explosions très violentes ont tué une lycéenne et blessé 7 autres élèves. 2 sont dans un état grave. C'est à 7h45 heure locale à Brindisi, à l'extrême sud de l'Italie, au moment même où les élèves entraient dans le lycée que l'attentat a eu lieu, avec donc une claire intention de tuer. Selon le journal La Repubblica, il s'agirait en fait d'une bombe composée de 3 bonbonnes de gaz reliées entre elles, placées dans des sacs à dos et cachées sous ce panneau d'affichage que l'on voit derrière les hommes de la sécurité civile. Un attentat sans revendication pour l'instant, mais le lycée professionnel visé porte le nom de Francesca Falcone, qui n'est autre que la femme du célèbre juge antimafia. 2 bombe, è possibile? Et comme l'a rappelé sur les antennes tout à l'heure le procureur national antimafia, le 20e anniversaire de l'assassinat de Giovanni Falcone et de son épouse est dans 4 jours. Le 23 mai 92, on s'en souvient, la mafia sicilienne avait fait exploser 500 kilos de dynamite au passage de leur voiture. Pour autant, aucune autorité n'a confirmé cette hypothèse et la ministre de l'Intérieur reste très prudente. À l'hôpital, les élèves sont en état de choc et dans les autres lycées de la ville, les étudiants sont rentrés chez eux. C'est officiel, la Chine laisse filer le dissident aveugle Chen Guangcheng avec toute sa famille. Il est en route en ce moment vers New York. Il s'était évadé fin avril de sa résidence surveillée et vivait depuis caché en Chine par les autorités américaines. En Syrie, très lourd bilan dans un attentat à Deir ez-Zor, 9 morts et au moins une centaine de blessés. Un kamikaze a fait sauter sa voiture piégée dans un quartier résidentiel. C'est la première attaque du genre dans cette ville. L'opposition accuse Bachar al-Assad d'avoir fomenté cet attentat pour semer le chaos dans le pays. En France, la campagne officielle des législatives commence après-demain lundi. À retenir, la gauche ira en ordre dispersé puisqu'il n'y a pas d'accord entre le PS, les Verts et le Front de gauche. Camille Collin. Le Premier ministre est, comme vous le savez, le chef de la majorité et je mènerai à ses côtés pour les socialistes les législatives. Et d'ailleurs, on va faire des meetings communs. Un semblant d'unité. Nous irons à la fois à Lille et à Nantes et puis pour terminer à Paris. Dans une gauche partie en ordre dispersé. Martine Aubry le déplore. Les négociations avec le Front de gauche ont échoué. Nous regrettons, mais le travail a été fait et dans de bonnes conditions. Sur le terrain d'ailleurs, la campagne est déjà lancée. Moi, je trouve qu'elle est bien. 25 ministres se présentent aux élections. Tous connaissent la règle. Les perdants devront rendre leur portefeuille. Il faut accepter de prendre une part de risque. On n'est pas assis dans un fauteuil pour l'éternité. C'est essentiel d'avoir la légitimité du peuple. Parce que ça, c'est quelque chose que personne ne peut vous contester. Mais la victoire est loin d'être assurée pour la ministre de la Culture. Tout aussi indécis, Stéphane Le Foll, Jérôme Cahuzac, Pierre Moscovici et Marie-Arlette Carlotti jouent leur siège au gouvernement.
D'autres, plus prudents, battent en retraite. Najat Vallaud-Belkacem, porte-parole du gouvernement, et Christiane Taubira, ministre de la Justice, ont préféré se retirer de la course législative. Et une campagne qui sera peut-être marquée par ce début de polémique. Jean-Marc Ayrault promet une concertation sur le retour de la semaine de 5 jours à l'école, annoncée par le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon. Après les parents d'élèves, les professionnels du tourisme s'inquiètent de ces week-ends raccourcis. Illustration avec ce reportage en Gironde de Baptiste Gapen. Les terrasses sont à moitié vides et pourtant ce n'est pas le mauvais temps qui préoccupe ce restaurateur du bassin d'Arcachon. Ouvert toute l'année, il bénéficie les week-ends de la présence des Bordelais qui sont à 1 heure de route. Pour lui, une remise en cause de la semaine des 4 jours avec un éventuel samedi matin de travail pour les écoliers ne serait pas une bonne nouvelle. Si l'hiver on supprime les week-ends, il est bien clair que l'activité va se trouver très amoindrie. On peut perdre quasiment 50% sur les week-ends si les Bordelais ne descendent pas. Même constat dans ce camping, les touristes qui arrivent habituellement le vendredi soir seraient obligés de s'adapter. Le fait de mettre les enfants à l'école le samedi matin, ça nous fait une nuit en moins, une présence d'une journée carrément entière en moins. Selon le cabinet d'études ProTourisme, sur l'ensemble de la France, ce serait 100 millions de nuitées qui seraient concernées. Et pour les Français, c'est un budget vacances à replacer ailleurs. Cette mesure risque de conduire à une concentration de la fréquentation touristique au moment des vacances scolaires et à une diminution de la fréquentation touristique les week-ends. Les professionnels du tourisme souhaitent donc tous être entendus avant une éventuelle mise en application de la réforme. La semaine de 5 jours n'arrivera, elle, pas avant la rentrée 2013. Le sport, du football et la finale de la Ligue des Champions ce soir, avantage aux Allemands du Bayern Munich. Ils jouent à domicile face aux Anglais de Chelsea. Les supporters comptent sur Franck Ribéry. Reportage de l'envoyé spécial d'LCI en Bavière, c'est Damien Ferrero. À Munich, difficile d'imaginer le football sans Franck Ribéry. Le numéro 7 du Bayern est partout, mais là où on le préfère, c'est sur la pelouse. Super. Where is Ribéry? Oh, oh man. Franck Ribéry, c'est le meilleur là. Le joueur français est adoré car il est spectaculaire et décisif. Il est très rapide, même avec le ballon, il est plus rapide que les autres. Il a une très bonne technique de dribble. Ce soir, son capitaine attend forcément beaucoup de lui. C'est un excellent joueur. Il peut décider de l'issue d'un match et il aura un rôle important dans cette finale de Ligue des Champions. Aimé pour son jeu, mais aussi pour ses blagues. En l'espace de 5 ans, Franck Ribéry est devenu indiscutable à Munich. Au stade, on chante même en français. Juste derrière moi, l'Allianz Arena, c'est ici que Franck Ribéry est devenu l'une des stars du Bayern Munich. Les fans espèrent voir le Français briller ce soir pour permettre au club bavarois de remporter une 5e Ligue des Champions. J-70 pour les JO de Londres et le relais de la torche olympique a débuté outre-Manche. 8000 porteurs se passent la flamme sur plus de 12 000 km jusqu'au 27 juillet, jour donc de l'ouverture des Jeux. On reste au Royaume-Uni avec cette image du château de Windsor et la parade militaire qui célèbre le jubilé de diamant de sa gracieuse majesté, la reine Elisabeth. 2500 hommes de tous les corps d'armée ont défilé devant la reine. Et puis cette idée de sortie toute la nuit puisque les musées restent ouverts ce soir très tard. 1300 en France, plus de 3700 dans toute l'Europe pour cette nuit des musées. Quelques idées avec Johanna Giglia et Julie Regard. Ce soir, à partir de 19h, vous êtes tous invités au musée. La nuit des musées, c'est plus de 1600 animations gratuites en France. Au Grand Palais, laissez-vous surprendre par Monumenta, la nef du musée transformée aux couleurs de Buren. Une nouveauté cette année, un DJ animera le parcours de l'exposition Beauté animale.
Une visite du Grand Palais qui s'annonce des plus animées. Des activités, des visites commentées, de la médiation, des promenades architecturales du bâtiment, des films, des activités pour les familles. C'est un moment inhabituel et c'est un moment où on peut venir en famille, où on peut venir avec des amis dans une ambiance un peu festive. C'est un moment un peu magique. À Nantes, la magie sera sous le signe du numérique. Le château de la ville, un des sites les plus visités de France, propose une nuit du tweet qui permettra de commenter l'événement en simultané. Du côté du musée des Beaux-Arts de Nantes, l'événement pourra être suivi en ligne. Près de 1300 musées et centres culturels en France participent à cette manifestation. L'année dernière, l'événement a attiré plus de 2 millions de visiteurs. Allez, la suite sur LCI, la météo et puis Élysée 2012, vu d'ailleurs avec Christophe Moulin. Très bon samedi sur LCI.